Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence, ou plutôt dirais-je ce beau challenge, comment décarboner le monde et construire l'énergie du futur avec Engie. On a le plaisir d'accueillir Olivier Sala. Et la première question, Olivier, que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous décrire un petit peu ton parcours chez Engie? Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Donc je m'appelle Olivier Sala, je suis vice-président en charge de la recherche et de l'innovation chez Engie. Donc comme le titre l'indique, je travaille à mobiliser le meilleur de la technologie pour remplir les objectifs d'Engie, c'est-à-dire, mais on va y revenir, rendre possible la transition énergétique à l'échelle de manière compétitive et durable. Et j'ai fait, alors ça fait plus de 20 ans que je suis chez Engie, donc j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis occupé de la transformation digitale du groupe dans mon poste précédent. Je me suis occupé de l'IT du groupe aussi. J'ai été patron d'entités opérationnelles sur des activités comme les réseaux électriques et gaziers, la fourniture d'énergie, les renouvelables. J'ai été directeur commercial pour la France sur les clients des particuliers, des professionnels. Vous voyez, donc pas mal de choses qui me permettent d'avoir évolué aussi avec ce secteur qui est en bouleversement finalement depuis toutes ces années, hein, entre le monde de l'énergie d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé, même si les fondamentaux sont évidemment toujours là physiquement. Et donc, avant de rentrer dans le détail des activités et de la stratégie d'Engie, j'aimerais qu'on puisse reposer le cadre. Et spécifiquement, quand on parle de transition énergétique, on en entend parler régulièrement, on l'entend sur les plateaux télé, c'est quelque chose, tout le monde ici en a entendu parler, mais qu'est-ce que c'est concrètement la transition énergétique ? Alors, la transition énergétique, en bref, c'est faire en sorte que les activités humaines, tout en continuant à exister et à se développer, n'émettent plus ou très peu de gaz à effet de serre. Voilà. Alors, pour faire court, le sujet, on le connaît tous plus ou moins, mais il est bon de le rappeler, même les ordres de grandeur. Fondamentalement, beaucoup de l'énergie humaine est basée historiquement sur de l'énergie fossile. En fait, c'est du carbone en général qu'on va puiser dans le sol, et par sa combustion qui dégage de l'énergie, on va pouvoir effectivement rendre possible des activités. Et cette même combustion libère du carbone qui en général finit sous forme de CO2. Et ce CO2, pour vous donner une idée, c'est 40 millions de tonnes produits par l'humanité à peu près par an aujourd'hui. Dans ces 40 millions de tonnes, il y en a une majorité qui en réalité est puisée et captée par des sources naturelles, donc les forêts, les océans, hein, qui est le premier piège à carbone, mais une partie non négligeable, à peu près un quart, se retrouve dans l'atmosphère. Et il se retrouve dans l'atmosphère pour plusieurs siècles. C'est important d'avoir ça en tête parce que, puisqu'on est dans un salon d'investisseurs, c'est un peu comme un budget finalement carbone que l'humanité a. C'est-à-dire que la quantité de CO2 et de gaz à effet de serre, le CO2 étant majoritaire, dans l'atmosphère, va déterminer la température de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Les accords de Paris avaient un objectif de 1,5 degré. On sait que cet objectif-là, on le dépassera dans tous les cas. Enfin, on le dépassera au sens où on sera sur un réchauffement qui est supérieur. Mais chaque fois qu'on met du CO2 dans l'air, eh ben, on réduit un peu le budget correspondant à une température cible de réchauffement. Voilà. Et donc, la transition énergétique, c'est quoi? C'est faire en sorte que ce qui émet du CO2 n'en émette pas. Pour faire très clair, il y a 3 grands leviers. Premièrement, l'efficacité énergétique. Une partie non négligeable de l'énergie qui est consommée aujourd'hui pourrait être économisée. Deuxièmement, électrifier les activités qui peuvent l'être tout en basculant les sources de production d'électricité vers des sources décarbonées, de production décarbonée, les renouvelables au premier chef, également le nucléaire. Et puis, pour les activités qui sont difficiles à électrifier, utiliser des molécules vertes ou décarbonées. Il y en a de 2 familles, en gros, la partie plutôt biologique, type biométhane, qui sont issus de déchets biodégradables, et puis une partie qui est plus autour de l'hydrogène vert, on pourra y revenir, et tous ces dérivés. Et ça permet, je veux dire techniquement, on sait quelles sont les étapes pour réaliser cette transition énergétique. Et je conclurai par le fait qu'il y a des raisons de s'inquiéter, parce que le challenge, il est sans précédent, parce qu'aujourd'hui, les émissions de l'humanité ne se réduisent pas au rythme auquel elles doivent se réduire pour atteindre un niveau de réchauffement qui serait tolérable. On est plutôt sur une trajectoire à plus de 3 degrés aujourd'hui. Et c'est vrai que le spectacle de la COP au Brésil aujourd'hui n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pourrait être en droit d'attendre.
Et en même temps, on a des raisons d'être optimistes parce qu'on démontre, nous, chez Engie, que c'est possible de le faire dès à présent à l'échelle. Pour avoir une référence, les accords de Paris, il me semble que c'était une trajectoire à 1,5, c'est ça? Et aujourd'hui, on est plus sur une trajectoire à 3 degrés? Ben, aujourd'hui, on sait que quels que soient les scénarios, on dépassera ce 1,5 degré. Même parce qu'il y a des limites finalement de décélération possible. Hein, tout ça prend un petit peu de temps. Et donc on voit bien que le fameux budget carbone qu'il ne fallait pas dépasser dans les émissions pour être à 1,5 à la fin du siècle, hein, on parle d'une cible à la fin du siècle, ben, de toute façon il sera dépassé ce budget-là. Donc la question c'est est-ce qu'on va être à 2 degrés, est-ce qu'on va être à moins 2 degrés, est-ce qu'on va être à 2,5 degrés, à 3 degrés? Et en fait, ça paraît un peu théorique comme ça, hein, mais chaque dixième de degré aboutit à des conséquences qui ne sont pas du tout linéaires en termes de sécheresse, en termes de feu, en termes de destruction de milieux naturels. Et donc je pense que oui, aujourd'hui, si on devait laisser dériver les droites, on se retrouverait à plus de 3 degrés. Il faut bien comprendre que les situations que ça générerait, hein, pour l'humanité d'abord, seraient très compliquées, je pense, à gérer, et elles sont largement sous-estimées. Et justement, donc, quand on parle de transition énergétique qui est brillamment expliquée, là, je pense qu'on comprend bien les enjeux, cette transition énergétique, elle a un coût pour les entreprises, pour les sociétés. Comment on peut faire prendre conscience, en fait, à tous ces acteurs économiques-là de la nécessité d'investir et donc peut-être de changer leur modèle sur ce sujet de la transition énergétique? Il y a deux manières de prendre la question. Il y a une manière un peu macro. De manière macro, il n'y a absolument aucun doute que le coût de ne pas faire la transition énergétique est infiniment supérieur au coût nécessaire pour la réaliser. Là, il n'y a aucun doute. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que comme les externalités ne sont pas toujours payées par ceux qui produisent effectivement les émissions, hein, c'est le problème du pollueur-payeur, etc., effectivement, c'est aux politiques et aux réglementations d'aligner l'intérêt finalement collectif macro avec le cadre économique. Mais de manière plus micro, je dirais qu'il y a plein de technologies durables aujourd'hui qui réduisent les émissions qui sont extrêmement compétitives. Extrêmement compétitives. Quand vous regardez aujourd'hui les énergies renouvelables, photovoltaïque, éolien, alors l'offshore est un peu moins mature, mais bon, l'an dernier, sur la planète, il s'est ajouté 700 gigawatts de capacité. 700 gigawatts de capacité renouvelable. 700 gigawatts. Je rappelle qu'un EPR, c'est 1,6 gigawatts. Alors, il ne faut pas confondre, pour les puristes, hein, la capacité et la production d'énergie, mais enfin, ça donne quand même un ordre de grandeur. 2/3 de cette capacité-là a été installée en Chine. Ce n'est pas par idéologie écologique, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien sûr la manière de développer rapidement des capacités électriques extrêmement compétitives. Et même en rajoutant la gestion de l'intermittence, où il faut sans doute rajouter des batteries, par exemple, associées au solaire, eh bien, le coût des batteries aussi continue à descendre et la performance continue de s'améliorer. Donc finalement, aujourd'hui, on est sur des solutions économiquement imbattables. Et en fait, ça, je pense que c'est là pour rester. Et typiquement, on voit le sujet de l'IA qui se développe beaucoup en ce moment. Ben, aujourd'hui, compte tenu des capacités qui sont annoncées par ce qu'on appelle les hyperscalers, hein, dans les gros acteurs de l'IA, etc., que vous connaissez tous, les fameux gamma, bien, dans la manière même d'annoncer leur trajectoire de data center, ils ne parlent même pas en capacité de calcul, ils ne parlent pas en capacité de stockage de données, ils parlent en puissance électrique. Tellement, c'est l'énergie qui va déterminer ça. Et quand on regarde aujourd'hui les puissances qui sont annoncées, aux États-Unis en particulier, moi personnellement, je ne sais pas comment ça va être possible. Parce que les capacités, la vitesse à laquelle on arrive à développer du renouvelable, et on en fait beaucoup, hein. Aujourd'hui, c'est un de nos plus grands clients, Meta par exemple, on a encore annoncé très récemment signature d'un très grand contrat avec Meta sur un parc que nous sommes en train de construire. C'est-à-dire que les gamins, ils achètent l'énergie avant même qu'elle soit construite, tellement ils ont soif d'énergie. Hein. Bon, eh ben, toutes ces capacités-là, par pragmatisme, même si l'administration Trump n'est pas très pro-renouvelable au départ, de toute façon, iront vers les renouvelables parce que c'est la capacité la plus performante, la plus économique et la plus rapide à mobiliser. Voilà. Et ça veut dire qu'il ne faut pas opposer transition énergétique et compétitivité. De toute façon, il n'y aura pas de transition énergétique si elle n'est pas compétitive. Si la transition énergétique elle aboutit à un prix de l'énergie qui fait que les acteurs industriels sont hors jeu ou que les particuliers ne peuvent plus payer la facture à la fin du mois, ça ne sert à rien. Et nous, notre conception ONJ, c'est qu'on est là pour rendre la transition énergétique
performante, résiliente et économiquement pertinente. Et en restant dans l'exemple de ces centres données où il y a des investissements massifs, particulièrement aux États-Unis, un peu moins en Europe, il y a un enjeu de mobiliser effectivement de l'énergie, mais est-ce qu'il y a aussi un enjeu de mobiliser cette énergie proche de la source, enfin proche du data center? Aux États-Unis, c'est un très bon exemple. Alors, il y a deux manières de voir. Alors, il y a la manière, j'allais dire, un peu, on va dire, des versions discours développement durable, si vous me permettez l'expression, qui consiste à dire que si vous colocalisez la production d'énergie verte avec votre data center, vous êtes sûr que votre data center va réellement consommer cette énergie verte, alors que si vous le connectez plus loin, les électrons vont plus proche. Et même si vous avez un équilibre global, vous n'êtes pas sûr vraiment que vous êtes alimenté en vert complètement. Bon. Mais la réalité, et j'allais dire le facteur qui va driver ça, si on me permettait l'anglicisme, c'est qu'en fait, les réseaux électriques américains sont dans un tel état en moyenne que si vous installez tous les data centers dans un coin et les centrales électriques dans un autre coin, le réseau va tomber. D'accord ? Donc le seul moyen de rajouter autant de capacités nouvelles électriques pour faire face à cette demande de data center, c'est de la localiser la plus proche possible de la consommation, parce que c'est ce qui sollicitera le moins les réseaux. Voilà. Est-ce que ces contraintes-là dirigent en fait le choix vers un type de technologie plutôt qu'un autre? Alors en ce moment, il y a beaucoup de rêves autour des SMR. Vous savez, les SMR, c'est des technologies nucléaires de petite taille. Alors technologiquement, ce n'est pas très différent du nucléaire classique, simplement c'est des modèles qui sont compactés, avec la logique de dire on va fabriquer ça en usine et puis après on va amener ça sur site. Bon. Alors nous, chez Engie, on n'investit pas sur cette technologie particulièrement, hein, je tiens à le dire. Mais aujourd'hui, c'est un peu un fantasme pour certains hyperscalers parce qu'ils se disent ça prend pas trop de place et c'est pas mal de puissance électrique et on pourrait localiser ça à côté des data centers. Pour l'instant, en tout cas dans les 3, 4, 5 prochaines années, ce qui est à peu près l'espérance de vie d'une génération d'un data center dans l'IA aujourd'hui, hein, donc c'est l'horizon auquel ils pilotent. Il n'y aura pas de SMR disponible. Les SMR, c'est, allez, on peut dire à 10 ans peut-être, et puis on verra les conditions, parce que ça pose le problème de nucléariser plein de sites qui ne le sont pas. Hein. Donc vous savez, le fameux NIMBY effect, hein, not in my backyard effect, là, vous dites, j'aime pas avoir des pales d'éoliennes depuis mon balcon de résidence secondaire. Si on vous installe un SMR derrière chez vous, c'est une autre affaire. Et donc, je pense que c'est trop tôt pour dire quel sera le succès des SMR, mais dans tous les cas, ce n'est pas dans les 10 prochaines années. Donc tout ce qui est raconté aujourd'hui par les hyperscalers, ce qui fait les 5 trillions de valorisation de NVIDIA, c'est des volumes de GPU qui sont liés aux annonces de roadmap de data center des hyperscalers. Donc, et tout ça repose sur la capacité énergétique de le faire. Oui, c'est au final un peu le goulot d'étranglement, c'est la capacité énergétique qu'on va être capable de déployer. Finalement, le développement de l'IA dépend de la capacité énergétique qu'on est capable de déployer. Absolument, et ça vient du fait que les modèles d'IA aujourd'hui, hein, les fameux LLM, IA générative, etc., ça nécessite des GPU. Alors c'est ce qui fait la fortune de NVIDIA, hein, puisque les GPU, ils doivent avoir 97 ou 98% de part de marché. Une GPU, ça fait 700 watts. 700 watts. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein. Les grosses CPU qu'on avait jusqu'à présent, ça faisait 120, 130 watts. Un cerveau humain, ça fait 50 watts. Donc 700 watts en quantité pour entraîner ces modèles-là, ça entraîne des consommations énergétiques phénoménales. Maintenant qu'on a posé le cadre, est-ce qu'on peut parler d'Engie ? Est-ce qu'on peut parler des activités d'Engie dans ce contexte-là ? Quel est son rôle dans le secteur énergétique ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Engie est un acteur clé de cette transition énergétique ? Alors Engie est un acteur clé parce que c'est un modèle d'entreprise qui est plutôt d'origine européenne, ce qu'on appelle une utility en bon français, qui combine en fait les différents métiers de la chaîne de valeur de l'énergie. Et donc ce modèle qu'on appelle intégré, c'est-à-dire il y a à la fois la production de cette énergie qui va être absolument indispensable, en particulier de ces électrons décarbonés dont on parlait à l'instant. C'est aussi la capacité à gérer ces électrons pour qu'ils soient plus intelligents, c'est-à-dire qu'on puisse amener la flexibilité. J'ai parlé rapidement des renouvelables. On sait que les renouvelables amènent avec leur développement la nécessité de gérer leur intermittence. Et donc leur intermittence, il faut amener des sources de flexibilité dans le système qui peuvent être notamment amenées par des gros systèmes de batterie. Donc aujourd'hui, nous sommes investisseurs dans des gros systèmes de batterie, on est les plus gros investisseurs là-dessus, parmi tous ces acteurs européens. Mais c'est aussi des actifs thermiques qui vont continuer à contribuer à amener la flexibilité. Aujourd'hui encore avec du gaz fossile, mais demain avec du gaz qui sera défossilisé. Et puis, vous avez les infrastructures qui jouent un rôle central
En gaz, évidemment, nous sommes acteurs historiques en stockage de gaz, etc., en réseau de transport, distribution, terminaux méthaniers, mais aussi en électricité, on le sait moins. Hein. Engie est un gros acteur, par exemple en Amérique du Sud, dans tout ce qui est réseau haute tension. Hein. On a plus de 7500 km de lignes haute tension au Brésil, Pérou, Chili, etc. Et notre objectif, c'est de continuer à renforcer ces investissements, à nous développer, y compris dans la distribution électrique. Donc ça, c'est les infrastructures très importantes pour permettre tout ça. Et puis, on a effectivement toute cette production de molécules vertes dont je parlais tout à l'heure, même si elles sont moins prépondérantes dans cette première partie de la transition énergétique, elles vont être essentielles en deuxième mi-temps, si je puis dire, le biométhane, dans lequel on investit beaucoup, et puis aussi l'hydrogène vert et ses dérivés. Voilà. Et donc, Engie est présent sur toute cette chaîne-là pour accompagner les clients, pour consommer une énergie qui est plus verte, améliorer l'efficacité énergétique, etc. Tout ce que j'ai mentionné. Et donc Engie a cette capacité-là de rendre possible à l'échelle, économiquement, cette transition-là, en accompagnant ses clients pour le faire. Donc la transition énergétique s'opérera sur ces différents leviers. Et comment vous voyez le secteur énergétique de demain chez Engie ? Alors, ce qu'on observe, mais comme beaucoup de secteurs, il y a une forme de régionalisation du monde, hein, parce que les forces géopolitiques sont à l'œuvre. Je pense que les États-Unis là, vivent un moment un peu, un peu pivot. Alors, ils sont très observés. Hein, pour nous, c'est un grand pays, les États-Unis. Il y avait un cadre qui était exceptionnellement favorable au développement des énergies renouvelables, qui s'appelait l'Inflation Reduction Act, auquel l'administration Trump a mis un terme à partir de 2027. Donc on pourrait dire, tout va s'arrêter, etc. Et en même temps, ce qu'on observe, nous, c'est que ces très grands clients qui ont désespérément besoin d'énergie et qui savent que c'est les renouvelables qui leur permettra de le faire, vont continuer à investir énormément pour avoir cette capacité-là. Donc finalement, c'est la demande et pas la politique ou la réglementation qui va tirer cela, ce qui est pas plus mal. C'est vrai en Chine aussi. Hein. La Chine, aujourd'hui, vous regardez, il se vend plus de voitures électriques que de voitures thermiques en Chine aujourd'hui. Et ils se vendent plus de voitures électriques en Chine aujourd'hui que dans tout le reste de la planète. D'accord ? Donc de toute façon, la bascule, elle est là. Alors pourquoi ils le font ? Certes, ça réduit leur bilan carbone, et si vous regardez le bilan carbone de la Chine, il commence à baisser. Il s'est stabilisé, il commence à baisser. Il y a 4 ou 5 ans, on aurait dit ça, on aurait dit mais vous êtes idéaliste, ça n'arrivera jamais, etc. Et d'ailleurs, alors qu'ils croissent quand même à peu près, alors moins qu'avant, mais enfin beaucoup plus que nous, ce qui montre bien la décorrélation désormais entre les émissions de gaz à effet de serre et la croissance, même s'il y avait toujours des mauvais augures pour expliquer que c'était impossible dans l'histoire, etc. Et puis vous avez l'Europe. Je pense que l'Europe a une carte à jouer. L'Europe a une ambition, hein, comme vous le savez, pour arriver à une Europe neutre en carbone à l'horizon 2050. Et je pense que ça crée un écosystème d'innovation qui est très appréciable. Et l'Europe a justement des acteurs comme Engie qui permettent de rendre ça possible sur toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est un atout assez précieux. Après, l'Europe doit aussi, je pense, évoluer, peut-être en étant un peu moins naïve, en sachant davantage se protéger ses marchés, mais c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que le monde énergétique de demain, il va être un peu par grandes plaques. Les fondamentaux seront toujours là, et je pense qu'on ira vers effectivement davantage de décarbonation. Parce que quand on parle de régionalisation et de l'Europe, il y a aussi la question de la souveraineté énergétique. Est-ce que Engie, comme un acteur européen, agit en ce sens sur la souveraineté énergétique de l'Europe ? Chaque fois que l'on s'affranchit des énergies fossiles que nous n'avons pas, parce qu'on a l'impression que la question est nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle, on a vécu des chocs pétroliers, on fait un pas vers la souveraineté. Après, la question, c'est l'industrialisation, la réindustrialisation de l'Europe. Parce que finalement, si on installe un panneau photovoltaïque, une fois qu'il est installé, il va avoir une durée de vie de 15 ou 20 ans. De toute façon, on n'a besoin de personne. On est autonome, on est souverain. Personne ne peut vous interrompre une alimentation énergétique. La question, c'est, et l'Europe n'a pas encore suffisamment réussi, il y a des initiatives, mais il faut les renforcer, comment installer ou réinstaller de la capacité industrielle en Europe sur ces technologies de la transition énergétique. Les batteries, le photovoltaïque, les éoliennes, etc. En éolienne, on a des beaux acteurs. C'est photovoltaïque, le secteur a été assez dévasté quand même par la concurrence chinoise. Il y a des grosses initiatives dans les batteries. Il y en a notamment 2 en ce moment en France. Je pense à Vercor, par exemple, qui est une très belle initiative. Bon,
c'est audacieux. Je pense qu'il faut se donner tous les moyens pour y parvenir. Parce que c'est vrai aussi du secteur automobile. Dès lors qu'on va basculer progressivement vers l'électricité, si on ne produit pas les batteries, c'est-à-dire qu'il y a un cœur considérable de la valeur ajoutée du secteur qui va basculer. Donc le sujet, il est industriel, je pense, pour l'Europe, et il dépasse l'énergie. Mais je pense qu'il faut sortir de la naïveté et aller au combat. Mais je pense qu'il y a un niveau de conscience qu'il n'y avait pas encore il y a quelques années en Europe, il me semble. Très clair. Maintenant, aujourd'hui, Olivier, on s'adresse à des investisseurs. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire sur Engie? Pourquoi devraient-ils investir dans Engie? Quel indicateur financier on pourrait éventuellement partager? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour donner des cours de finance au Paris Investor Week. Mais enfin, vous savez, moi, c'est assez basique. Hein. J'ai aussi un conseiller de patrimoine. Moi, quand je lui demande finalement quels sont les vecteurs ou les véhicules pour investir avec un rendement significatif et qui ne soit pas trop risqué, il me sort des trucs à petit nombre, hein, à petits chiffres. Hein. Donc aujourd'hui, une action Engie, en gros, ça vaut 21 € pour faire simple, un petit peu mieux, je vous laisse consulter. Ça sert quasiment 1,50 € de dividende, et si vous êtes fidèle plus de 2 ans, vous rajoutez 10%. Hein. Donc c'est-à-dire que vous êtes sur un rendement de 8, indépendamment de l'évolution du cours de l'action. S'agissant du cours de l'action, on est sur des activités qui sont résilientes. Hein. On le voit, on a traversé plein de crises, on a traversé la guerre en Ukraine, on a traversé la nouvelle administration de Trump. Enfin, Engie a prouvé sa résilience aux différents chocs, parce qu'on est dans un monde assez instable. Hein. Donc il faut faire attention, je pense, aux valeurs aujourd'hui qui sont vulnérables aux éléments de contexte. On est sur une logique de long terme, c'est-à-dire ce qu'on a expliqué sur la transition énergétique, c'est des logiques de long terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une fenêtre d'opportunité qui va se refermer dans un an, dans une logique de long terme, sur lequel le rendement est très bon. Et donc, c'est ce qui explique, je trouve, que depuis déjà 3 ans, hein, le cours de l'action a bien progressé. Quand vous regardez le TSR complet, aujourd'hui, je crois qu'on est à quasiment 50% depuis le début de l'année, hein, ce qui évidemment surperforme et le secteur et le CAC. Et ça prouve que cette valeur qui était vue historiquement plutôt comme, j'ose pas dire pépère, parce que c'était l'énergie, c'est un secteur assez tranquille, où on ne prenait pas de risques, etc. C'est une valeur d'avenir en réalité, c'est une valeur d'avenir. On a parlé de cette croissance tirée par le monde de l'IA. En fait, l'énergie, c'est un sujet d'avenir, parce que c'est un sujet qui est essentiel. Donc, il n'y aura pas d'avenir sans énergie. Donc, c'est pas investir dans le passé, investir dans la transition énergétique, c'est investir à la fois sur un secteur qui est solide et un secteur qui est prometteur pour l'avenir. Et dans un contexte du secteur de l'énergie souvent perçu comme volatile ou en tout cas cyclique, comment est-ce que, en termes de politique d'actionnariat ou de politique de dividende, comment vous garantissez une forme de stabilité à long terme pour les actionnaires? Je pense que déjà, c'est le modèle stratégique qui permet ça. J'ai parlé du modèle intégré. C'est très important d'être sur toute la chaîne de valeur, depuis la production, la consommation, les services, les infrastructures, parce que ces modèles-là, ils sont complémentaires. Donc, il y a naturellement un effet, j'allais dire, de hedge naturel industriel. Ça, c'est très important. Investir sur des pure plays qui seraient juste sur un métier ou sur une seule énergie, ça vous rend vulnérable finalement au cycle de cette énergie ou de cette activité-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les engagements d'Engie sont très clairs en termes de distribution. Hein. C'est 65 à 75% du résultat qui est distribué. Donc, c'est une valeur avec un rendement qui est très élevé, sur lequel, j'allais dire, chaque année qui passe montre la fiabilité des engagements qui sont pris par Engie. Et donc, je pense que ce hedge stratégique fondamental, qui me paraît le plus important, et la politique, finalement, de gestion finalement des dividendes par Engie sont je pense, extrêmement rassurants. Mais je vous invite à passer sur le stand d'Engie pour en discuter plus précisément si vous le souhaitez. Il y aura toute l'équipe qui pourra répondre à vos questions. Et sur l'importance pour Engie d'avoir des actionnaires, des particuliers, des actionnaires individuels au capital. Alors pour nous, c'est important. C'est important parce qu'on a déjà des salariés qui sont actionnaires. Hein. Je crois que les salariés, c'est à peu près 4% du capital aujourd'hui. Il y a à peu près 8% de mémoire d'actionnaires individuels. Et c'est important parce que c'est... alors il y a deux visions. Il y a une vision plutôt, j'allais dire, de stratégie pour nos investisseurs. C'est que ces investisseurs-là n'ont pas tout à fait le même comportement que des investisseurs plus institutionnels, plus importants, etc. Ils sont souvent plus fidèles dans la durée, etc. Et donc c'est très complémentaire. Je trouve que ça renforce notre base actionnariale. Et puis au-delà de ça, je trouve que pour un acteur de la transition énergétique,
c'est important de faire partie de la société, de faire partie du monde dans lequel on est, sur lequel on est engagé, et finalement avoir des parties prenantes qui sont des individus et qui investissent dans Engie, c'est un signe que finalement tout ça est bien cohérent, tout ça est bien solide, et on retrouve cet écosystème dont on a besoin pour rendre ça faisable, tout en créant de la valeur. Je voulais te poser une dernière question, mais j'ai l'impression que tu as déjà répondu. C'est, étant donné que les salariés sont actionnaires d'Engie, j'avais posé la question, es-tu toi-même actionnaire d'Engie? Ah oui, je suis tout à fait actionnaire d'Engie, oui, et, absolument, oui, et très heureux de l'être, très heureux de l'être, très heureux de l'être. Merci beaucoup Olivier. On va avoir un peu de temps pour passer aux questions. Donc n'hésitez pas, il devrait y avoir quelqu'un dans la salle pour faire passer un micro. Il y a déjà une question. Au deuxième rang. Une autre question là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer un micro ou je me déplace? Merci. Je voulais savoir quelle était votre position, enfin la position d'Engie, vis-à-vis de ce qui se passe par exemple en Norvège, qui prévoit un accord. En fait, il y a un accord là qui est sorti cet été entre Norsk et Ocean Power, quelque chose comme ça, pour créer des centrales nucléaires flottantes. Donc l'idée, c'est de savoir comment se positionne Engie vis-à-vis aussi de cette possibilité. Vous êtes déjà dans l'énergie, mais quid enfin, vous êtes déjà dans le nucléaire, mais le nucléaire flottant, s'il vous plaît. Alors, je ne connais pas précisément ce projet, donc je me garderai de commenter un projet industriel, entre guillemets, concurrent, dont je ne connais pas les détails. Alors, Engie, oui, est un acteur historique du nucléaire en Belgique, puisque l'activité historique nucléaire en Belgique est portée par Engie et continue à l'être, puisqu'il y a eu un choix du gouvernement belge de prolonger in fine, après la décision d'arrêter, ils sont revenus, ils ont dit finalement non, on veut prolonger une partie du parc, et donc Engie a répondu présent en investissant dans la poursuite de 10 années supplémentaires de 2 réacteurs. Ça s'est fait d'ailleurs, s'il y a des actionnaires dans la salle qui seront sensibles, avec un modèle économique qui aligne désormais les intérêts de l'État belge et d'Engie, avec en particulier le transfert du risque associé au coût du retraitement des déchets qui est désormais du côté de l'État belge. Parce que pour une société cotée, c'est très compliqué d'expliquer qu'on aura des déchets à gérer pour l'éternité pour un coût que personne ne connaît. Ce qui est le cas quand vous êtes opérateur nucléaire aujourd'hui. Et donc nous, on a dit, Engie, on est OK pour continuer, mais à condition que l'État belge prenne ses responsabilités. Engie les a pris aussi, évidemment, puisque tout ça a un coût qu'on a assumé et qu'on assume. Mais on sait de combien on parle. On n'a pas un risque couvert avec une commission qui, dans 3 ans, peut se réveiller et dire voilà, les déchets, on va les mettre sur Mars après-demain, c'est plus sûr, ça va coûter X. C'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour une boîte cotée de faire du nucléaire pour cette raison-là. Et je pense que c'est pas complètement un hasard si EDF est devenu complètement public, si l'agenda devient très nucléaire. Et alors, s'agissant techniquement maintenant, pour répondre un peu techniquement à cette question de nucléaire flottant, en fait, la question déjà, c'est quelle est la technologie nucléaire dont on parle au départ? Technologie nucléaire aujourd'hui, on a les fameuses EPR en France, on aura sans doute des EPR2 qui doivent être en design simplifié, puisque l'EPR est très, très, très complexe à construire, on l'a bien vu. Bon, mais c'est quoi les technologies d'après, finalement? Le problème du nucléaire aujourd'hui, c'est réellement les déchets. Bon, alors, il y a technologie d'après, ce serait des technologies à neutrons rapides, mais finalement, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui travaille. Il y a un projet en Chine, je crois. Le Graal, ce serait la fusion nucléaire. Peut-être avez-vous lu des choses là-dessus. La fusion nucléaire, c'est minimum à 20-25 ans. Probabilité, je ne savez pas à qui vous parlez, on va dire une chance sur 2 que ça arrive un jour, parce qu'on est sur des températures qui sont des centaines de millions de degrés, et donc on ne sait pas construire aujourd'hui les matériaux qui supportent ça. Il y a plusieurs projets sur le sujet. En France, on a ITER qui travaille sur ces questions de fusion. Et alors la question de faire flotter une centrale nucléaire, je ne vois pas bien l'intérêt de la faire flotter. Et la question de la centrale nucléaire, effectivement, ça peut être le refroidissement. Donc ça peut donner accès effectivement à des sources de refroidissement qui sont problématiques avec le réchauffement climatique. Vous le savez, l'été, EDF a des problèmes avec les températures des fleuves qu'ils utilisent pour refroidir les machines. Ce qui est sûr, c'est que vu la vulnérabilité, la criticité de la sécurité, faire flotter une centrale, il faut s'assurer qu'effectivement, ça la met bien à l'abri des aléas climatiques
des intempéries océaniques, etc. Bon, mais en soi, le fait qu'elle flotte ne détermine pas une technologie nucléaire, hein, vu de moi. Il y avait une autre question là-bas. Je crois savoir que... Bonjour monsieur. Je crois savoir que vous êtes également impliqué ou dirige... Enfin, la société Engie a son rôle et son mot à dire chez Natran. Et l'information que j'ai eue au niveau de production d'électricité à partir de gaz aux États-Unis, c'est qu'il y a, par exemple, pour Caterpillar, il y a 15 milliards de dollars de bons de commande et les premières turbines ne peuvent être livrées qu'en 2020. Certaines turbines vont être livrées en 2029, 2030. 15 milliards, ça représente à peu près 10 gigawatts d'électricité, si je ne me trompe pas, voire plus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de vivre un phénomène de bulle, qu'il n'y aura jamais suffisamment de besoin de AI et il y a beaucoup de gens qui vont investir en énergie et à la fin, il y aura trop d'équipements installés et pas assez d'utilisateurs. D'autant plus que les nouveaux chips qui doivent arriver sont supposés consommer 20 fois moins. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Est-ce que vous ne pensez pas que... Bon, Natran, c'est un autre sujet. Natran, c'est effectivement le réseau de transport de gaz. Et effectivement, l'actionnaire de référence de Natran, ça fait partie du groupe Engie. Hein. Simplement, c'est géré comme c'est un monopole régulé, parce qu'évidemment, il n'y a qu'un réseau de transport de gaz en France. Effectivement, il y a une forme d'autonomie managériale, etc. Mais effectivement, ça fait partie du groupe Engie. Mais c'est en France. Aux États-Unis, si vous voulez mon avis personnel, effectivement, vous voulez construire un data center, vous avez besoin d'une nouvelle capacité électrique, soit vous arrivez à mettre la main sur des renouvelables, mais c'est compliqué, il faut arriver à les trouver, il y en a, mais voilà, vous allez voir Engie, vous dites que vous pouvez me construire des parcs, etc. On fait notre max, mais il y a des limites. Soit, évidemment, comme le gaz n'est pas cher, c'est tentant de construire une centrale à gaz. Et si effectivement une centrale à gaz, vu le protectionnisme aujourd'hui de l'administration Trump, il n'y a qu'un acteur, c'est ceux qui sont ici de GE, qui s'appelle Vernova désormais. Vous allez les voir, vous dites, voilà, je voudrais une turbine à gaz, on vous dit, oui, pas de problème, on vous met ça dans 4 ans, plus 2 ans de construction, vous êtes à 6 ans. Donc, c'est possible, mais pas pour construire ou pour promettre un data center dans 2 ou 3 ans. Alors, à la question... Est-ce que vous pensez personnellement qu'il y aura assez d'électricité pour construire ce qui est annoncé si vous cumulez toutes les annonces? Personnellement, j'ai des doutes. Hein. J'ai des doutes. Alors après, qui ça doit faire douter derrière? Est-ce que ça doit faire douter ceux qui pensent que Nvidia va produire le volume de GPU concernant relatif à toutes les annonces cumulées, ou est-ce que cette valo, elle est construite sur des hypothèses qui verront... Voilà, c'est pas à moi de commenter ça, mais c'est un élément d'input, on va dire. En revanche, il n'y a aucun doute sur le fait que la consommation électrique, globalement, elle est tirée et que c'est plutôt la capacité qui est en retard sur la demande que l'inverse. Merci beaucoup, Olivier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a le stand Engie. Olivier sera là pour répondre à vos questions. Merci à tous. On peut accepter la dernière question? Dernière question, j'ai l'autorisation. Je vais faire rapide alors, parce que je suis actionnaire Engie et je tiens déjà à vous complimenter d'avoir mis en avant cette thématique, puisque moi, en tant qu'investisseur, je veux qu'il y ait une quête de sens à mon investissement. Et justement, de mettre de l'argent dans la transition énergétique, et vu ce que je viens d'entendre, je me dis que mon argent est entre de bonnes mains. Monsieur Sala, vous avez parlé de gaz défossilisé, donc du gaz vert, je pense. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est en termes de quantité, de qualité, et à l'avenir, quelle est votre ambition et les solutions qu'Engie propose de façon à fournir un gaz vert, justement, donc pour une énergie décarbonée et surtout peu chère, parce que moi, il y a un élément qui m'embête à notre époque, c'est qu'on a en France des précaires énergétiques, des gens qui n'arrivent pas à se chauffer parce que le coût de l'énergie est trop cher. Et je trouve qu'on n'est pas loin du scandale, en 2026 en France, d'avoir des gens qui ont froid parce qu'ils n'arrivent pas à se chauffer. Je vous remercie. Alors, c'est un sujet assez vaste aussi, donc comme on est un peu time-out, effectivement, la question du coût de l'énergie est un sujet absolument critique. Techniquement, on sait tout faire, mais simplement, on ne sait pas tout faire de manière compétitive et fiable à l'échelle. Et c'est pour ça que c'est un boulot d'industriel, que c'est le boulot d'Engie. S'agissant du gaz vert, aujourd'hui, ce qui est assez compétitif, c'est le biométhane. Le biométhane, il est obtenu
par fermentation en aérobie, hein, donc c'est une espèce de grande cuve comme ça, dans lequel vous avez des déchets pour l'essentiel carbonés qui peuvent être agricoles ou qui peuvent être agroalimentaires, et parfois des stations d'épuration. Et la décomposition de ça par des micro-organismes crée du biométhane qui est filtré, et c'est le même chimiquement, c'est du CH4, hein, que le méthane fossile. Et donc si vous êtes effectivement sur des intrants qui sont issus effectivement de l'économie circulaire, eh bien effectivement vous êtes vraiment sur un gaz 100% renouvelable. Donc ça fonctionne techniquement bien. C'est un coût de production qui est encore un peu supérieur à ce qu'on connaît du gaz fossile. Alors ça dépend quel gaz fossile, hein, parce que si le prix de l'énergie a monté aussi, c'est que globalement la substitution du gaz russe par le gaz américain depuis 3-4 ans, pour les raisons que l'on sait tous malheureusement, aboutit globalement à un renchérissement du gaz, et le biométhane finalement en relatif n'est pas si écarté que ça. Donc on travaille, Engie est un acteur du biométhane, hein, à travers une filiale qui s'appelle Engie Bios, en particulier en France. Et on travaille dans plusieurs pays européens. Aujourd'hui, c'est un sujet européen pour nous, le développement du biométhane. On est dans le Benelux, on est en Grande-Bretagne aussi, où on a racheté un acteur. Et en fait, on travaille à industrialiser ça pour rendre plus compétitif le biométhane et accroître les capacités. On n'a pas le temps d'en parler là, il y a plein de voies pour y arriver. Moi, à titre perso, je suis convaincu qu'il y a des levées d'innovation et de technologie qui rendent ça possible et qui font qu'à moyen terme, le biométhane en lui-même sera compétitif par rapport au gaz fossile. Après, ce sera aussi des questions de régulation. Que vaut le prix de la tonne de CO2 ? Que valent ses externalités ? C'est des questions de régulation dans la durée au niveau européen. Merci beaucoup Olivier de nous avoir éclairés.